Un cri d'enfant déchira l'air frisquet du jardin du Luxembourg. Marguerite laissa choir son sac de crochets, son cœur martelant sa poitrine. 50 ans d'enseignement lui avaient appris que ce son signifiait toujours la même chose. Quelqu'un avait besoin d'aide. Ses yeux balayèrent le parc, tandis que ses mains ridées cherchaient un appui sur le banc le plus proche. Silence. Les feuilles sèches poursuivaient leur danse dans le vent d'octobre, indifférentes à son malaise. Le soleil déclinait sous l'horizon, peignant les briques rouges de la vieille école communale de nuances orangées de l'autre côté de la place. Combien de fois s'était-elle précipitée pour apaiser des genoux écorchés et des cœurs brisés? Un autre cri, non, un sanglot, plus doux maintenant, venant de la direction du chêne centenaire. Marguerite ajusta son châle bleu délavé sur ses épaules menues et suivit le son pas, autrefois hésitant, sous le poids de 75 ans, désormais déterminé. Le vent jouait avec ses cheveux gris, transportant l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. C'est alors qu'elle les vit. 2 filles identiques, blotties sur un banc de bois usé, comme des chiots cherchant la chaleur l'une de l'autre. Des cheveux châtain clair encadrèrent des visages encore striés de larmes récentes. L'une, vêtue d'un manteau rouge élimé, serrait une poupée de chiffon, comme si sa vie en dépendait. L'autre, dans un manteau bleu marine tout aussi usé, avait les doigts étroitement entrelacés dans la manche de sa sœur. Le sanglot revint, un son brisé dans le sommeil, s'échappant des lèvres de la fille à la poupée, son visage se tordant d'angoisse, tandis que sa sœur, toujours endormie, la serrait plus fort. Marguerite sentit le poids familier de son alliance à son annulaire. 5 ans sans Henri, et elle pouvait encore entendre sa voix profonde dire que tout arrivait pour une raison, même lorsque le médecin, ajustant nerveusement ses lunettes, avait prononcé les mots qui changèrent leur vie. Impossible d'avoir des enfants. La chambre jaune soleil de leur villa en Provence, celle que Henri avait peinte avec tant d'amour, restait vide, ne contenant que les échos de rêves inassouvis. Les murs portaient encore les marques de crayon des mesures de taille qu'elle avait faites pour ses élèves au début de chaque année scolaire, de petites lignes racontant des histoires de croissance et d'adieu. Une rafale de vent plus forte secoua les branches du chêne. La fille au manteau bleu frissonna, ses lèvres prenant une teinte violacée. Sa sœur marmonna quelque chose d'inintelligible, la poupée glissant légèrement de son étreinte, juste assez pour que Marguerite remarque ses yeux dépareillés, un bouton marron et un bleu. « Henri !» murmura-t-elle au vent. « Que faisons-nous maintenant ?» Comme en réponse, un grondement sonore brisa le silence. La fille à la poupée ouvrit les yeux, alarmée, ses iris couleur de miel s'écarquillant à la vue de Marguerite. Elle secoua frénétiquement sa sœur. « Claire, réveille-toi !» Sa voix était urgente mais basse, comme si elle avait l'habitude de ne pas attirer l'attention. « Il y a quelqu'un ici. » Claire se réveilla en sursaut, se plaçant instinctivement entre sa sœur et l'étrangère. « Camille, on part ?» Un autre gargouillis de ventre répondit avant que Camille ne puisse parler. Les 2 filles rougirent, des plaques roses se propageant sur leurs visages pâles. « Depuis quand n'avez-vous pas mangé, mes chéris ?» demanda Marguerite, sa voix portant des décennies d'expérience pour calmer les enfants effrayés. Les jumelles échangèrent un regard, cette communication silencieuse que seuls les frères et sœurs semblent posséder. Ce fut Claire qui répondit si doucement que Marguerite dut se pencher pour entendre. « Depuis hier matin. » Le dernier rayon de soleil filtra à travers les feuilles du chêne, illuminant un bandage usé au poignet de Claire. Camille ajusta la poupée dans ses bras, ses petits doigts lissant nerveusement la robe cousue de coutures inégales. « Comment s'appelle-t-elle » indiqua Marguerite la poupée d'un doux signe de tête. « Marie » hésita Camille, se mordant la lèvre inférieure. « Notre Le mot mourut dans sa gorge. Les étoiles commençaient à scintiller timidement dans le ciel qui s'assombrissait. Marguerite désigna une maison en briques rouges à quelques rues de là, ses fenêtres blanches reflétant les dernières teintes du crépuscule. « J'ai du chocolat chaud dans le garde-manger, » dit-elle doucement, « et j'ai fait un gâteau à la cannelle ce matin. Voudriez-vous venir avec moi ?» Un troisième gargouillis, plus insistant, rompit la tension. Camille et Claire échangèrent un autre long regard, des années de confiance mutuelle
pesant sur leur décision. Lentement, comme des chatons prudents, elles se levèrent du banc, leurs mains se trouvant instinctivement. Marguerite tendit sa main ridée, les laissant décider si elles voulaient la prendre. Après un instant qui parut une éternité, Claire, tenant toujours la main de sa sœur, attrapa la main offerte. Les doigts de la fillette étaient glacés. Marguerite résista à l'envie de les envelopper dans les siennes, gardant plutôt son contact léger, permettant à Claire de fixer le niveau de contact avec lequel elle était à l'aise. Le trio commença son voyage le long de l'allée, maintenant dorée, leurs ombres s'étirant sur le sol, une grande, deux petites, unies comme si le destin avait toujours prévu cette rencontre. Les feuilles sèches poursuivaient leur danse autour d'elles, et quelque part à proximité, un moineau chantait sa dernière chanson du jour. Alors qu'elles approchaient de la villa des Lilas, l'arôme de cannelle et de vanille s'échappa par les interstices de la fenêtre de la cuisine. Camille prit une profonde inspiration, ses yeux couleur de miel s'illuminant d'une lueur différente. Claire serra doucement la main de Marguerite, un geste si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu. Le porte-clés, un petit cœur en céramique peint par sa dernière classe, tinta doucement lorsque Marguerite déverrouilla la porte. Les filles restèrent proches l'une de l'autre, observant chaque mouvement attentivement. « Bienvenue », dit-elle en allumant la lumière du couloir. Les jumelles clignèrent des yeux, s'ajustant à la luminosité soudaine. La poupée, Marie, avec ses yeux dépareillés, semblait observer la scène avec sa propre sagesse tranquille. Au bout du couloir, la porte de la chambre jaune soleil était entr'ouverte, comme si elle avait attendu ce moment depuis toutes ces années. L'horloge de l'église commença à sonner, marquant la fin d'un autre jour. Mais pour Marguerite, alors qu'elle regardait Camille et Claire faire leurs premiers pas hésitants dans sa maison, quelque chose lui dit que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Un nouveau chapitre était sur le point de s'écrire, et cette fois, ce ne serait pas seulement de la craie sur un tableau noir. « Je n'ai trouvé aucune trace », soupira Annie, abaissant ses lunettes de lecture. Les dossiers des services sociaux étalés sur son bureau racontaient des histoires de dizaines d'enfants perdus, mais aucun ne correspondait aux jumelles. C'est comme si elles n'avaient jamais existé dans le système. Marguerite regardait par la fenêtre du bureau les premières gouttes de pluie taper contre la vitre. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait trouvé Camille et Claire dans le parc. 3 jours de découverte, de silence et de terreur nocturne. « Elle ne parle pas beaucoup du passé », dit Marguerite, ses doigts tambourinant sur le bord de sa tasse de thé froid. Mais la nuit dernière, un coup de tonnerre fendant le ciel la fit s'interrompre. Les filles détestaient les orages. La première nuit, elle les avait trouvées cachées dans le placard de la chambre jaune soleil, tremblantes et s'agrippant l'une à l'autre. Camille chuchotait une berceuse à Claire, des fragments que Marguerite reconnaissait pour les avoir entendus dans la voix de sa propre mère en cousant la robe de la poupée Marie. « Que s'est-il passé la nuit dernière ?» demanda Annie, ses 30 ans de travailleur social à l'affût de chaque nuance dans la voix de son amie. Camille a fait un autre cauchemar. Quand je suis allé la calmer, elle a marmonné quelque chose à propos d'un incendie. Claire a terminé la phrase. Elles font ça tout le temps, tu sais ? Marguerite fit une pause, revivant la scène. Elles ont parlé de sirènes, de fumée, et qu'elle n'en est pas sortie. Annie retira ses lunettes, se massant les tempes. Marguerite, tu sais que je dois signaler ça. 2 mineures, possiblement orphelines, vivant avec une femme âgée. Est-ce ce que tu essaies de dire ? Compléta Marguerite, un sourire triste tirant sur ses lèvres. Le silence pesa entre elles, rompu seulement par le clapotis de la pluie sur la fenêtre. Sur le bureau d'Annie, une photo jaunie montrait 2 jeunes enseignantes le jour de leur première rentrée. Marguerite, avec des cheveux encore sombres, Annie avec le rêve de changer le monde grâce aux services sociaux. 75 ans n'est pas l'âge pour commencer à élever 2 enfants, dit doucement Annie, surtout 2 qui auront besoin de tant de soutien émotionnel. Marguerite ferma les yeux, laissant les souvenirs des derniers jours l'envahir. Claire l'aidant à faire des crêpes le matin précédent, sa petite langue sortant alors qu'elle se concentrait pour ne pas renverser la pâte.
Camille, découvrant la vieille boîte de craie de couleur dans le bureau, ses yeux brillants alors qu'elle dessinait un arc-en-ciel sur le petit tableau noir que Marguerite avait gardé de ses années d'enseignement. Les deux faisant la sieste sur le canapé après le déjeuner, Camille protégeant Marie d'un bras tout en tenant la main de sa sœur. La façon dont Claire vérifiait toujours une issue de secours dans chaque pièce. Comment Camille gardait des croûtons de pain dans ses poches, comme si elle craignait que le prochain repas n'arrive jamais. « Elles ont besoin de stabilité, » continua Annie, « un jeune foyer, des parents avec assez d'énergie pour leur courir après dans le parc, pour endurer des nuits blanches. » Marguerite se redressa, sa voix portant la même autorité qu'elle utilisait autrefois pour calmer une classe agitée. Ou pour comprendre ce que signifie tout perdre et devoir tout reconstruire à partir de zéro. Un éclair illumina le bureau, suivi d'un craquement de tonnerre. Marguerite imagina les filles à la maison, probablement cachées sous les couvertures avec Marie entre elles. Madame Lambert, sa voisine, avait promis de garder un œil sur elle pendant qu'elle rendait visite à Annie. Quand Henri et moi avons découvert que nous ne pouvions pas avoir d'enfants, poursuivit Marguerite, sa voix douce à nouveau, « tu te souviens de ce que tu m'as dit ?» Annie sourit légèrement, se souvenant. « Que parfois, les enfants qui nous sont destinés viennent à nous de différentes manières. » Exactement. Marguerite se leva, se dirigeant vers la fenêtre. La pluie tombait maintenant en nappe dense, transformant le monde extérieur en un flou gris. Pendant 30 ans, j'ai pensé que mes élèves étaient ces enfants-là, que l'univers m'en avait donné des centaines pour compenser ceux que je ne pouvais pas avoir. Elle se tourna vers son amie et Annie reconnut cette étincelle déterminée dans ses yeux bleu-gris, la même étincelle qu'elle avait vue lorsque Marguerite avait décidé de continuer à enseigner, même après le décès d'Henri. Mais peut-être que pendant tout ce temps, je ne faisais que me préparer pour Camille et Claire. Chaque élève que j'ai réconforté, chaque genou écorché que j'ai soigné, chaque cauchemar que j'ai chassé. Peut-être que c'était une répétition pour ce moment. Annie soupira, tirant un formulaire de son tiroir. « Tu sais que ça va être difficile, n'est-ce pas? Le processus d'adoption pour quelqu'un de ton âge ?»« Depuis quand fuyons-nous les choses difficiles, Annie ?» sourit Marguerite, reprenant son siège. « Tu as été la seule personne à croire que je pouvais retourner enseigner après le départ d'Henri. Maintenant, j'ai besoin que tu croies en moi, à nouveau. » L'orage à l'extérieur commençait à se calmer, laissant place à une pluie plus douce. Annie regarda sa vieille amie un long moment avant de prendre un stylo. « Je devrais faire une visite officielle, » dit-elle, commençant à remplir le formulaire. « Évaluer la maison, ta santé, tes finances. La chambre Jaune Soleil a enfin des occupantes, » répondit Marguerite, « et ma pension, plus ce que Henri a laissé, est plus que suffisante. Nous devrons aussi enquêter sur leur passé. L'incendie qu'elles ont mentionné pourrait nous donner des indices. » Annie fit une pause, se mordant la lèvre. « Et tu devras être prête à la possibilité que quelqu'un puisse les réclamer. » Marguerite hocha la tête, sentant le poids de son alliance sur son doigt. « Je sais que je n'ai aucune garantie, Annie. Mais ces filles ont déjà passé trop de temps à avoir peur de demain. Elles méritent, au moins pour l'instant, un endroit où elles peuvent simplement être des enfants. » Annie termina la première page du formulaire, son écriture soignée documentant le début d'un voyage dont aucune d'elles ne pouvait prévoir la fin. « Tu sais ce que Claire m'a demandé ce matin ?» rompit le silence Marguerite, un doux sourire sur les lèvres. « Si elle pouvait m'appeler grand-mère. Elles n'ont pas répondu quand j'ai posé des questions sur leur vraie grand-mère, mais... Et qu'as-tu dit? Que ce serait un honneur. » Marguerite essuya une larme tenace. Ensuite, Camille a demandé si elle pouvait peindre un arc-en-ciel sur le mur de la chambre Jaune Soleil, maintenant que c'était la leur. Le soleil commençait à percer à travers les nuages quand Annie tendit à Marguerite la première pile de documents à signer. Dehors, un arc-en-ciel s'étendait à travers l'horizon, tout comme celui que Camille avait dessiné sur le petit tableau noir. « Tu es sûre de ça, Marguerite ?» demanda Annie une dernière fois. Ça va être toute une bataille. Marguerite prit le stylo, pensant aux 2 petites guerrières qui l'attendaient à la maison. Comment Claire vérifiait toujours que sa sœur avait assez à manger avant de toucher à sa propre assiette. Comment Camille, malgré sa peur, était toujours la première à défendre Claire quand quelque chose les effrayait.
Certaines batailles, mon ami, répondit-elle en commençant à signer son nom, valent la peine d'être menées. L'horloge murale sonna 3 heures. Il était temps de rentrer et de préparer le chocolat chaud qu'elle avait promis aux filles. Peut-être qu'aujourd'hui, elles accepteraient enfin d'utiliser des tasses de la cuisine au lieu de stocker leurs boissons dans des bouteilles en plastique pour plus tard. De petits pas, se rappela Marguerite. La confiance, comme l'amour, a besoin de temps pour s'épanouir. Âge avancé, ressources limitées, aucune expérience préalable de l'adoption. Le stylo rouge de l'assistante sociale, Sylvie, marquait chaque élément de la liste comme s'il s'agissait de sentences définitives. Madame Dubois, vous devez comprendre que la garde d'enfants n'est pas un projet de retraite. Marguerite serra les poings sur ses genoux, retenant l'indignation qui montait en elle. Par la fenêtre de la salle de réunion, elle pouvait voir Camille et Claire dans le jardin des services sociaux, partageant un sandwich avec la poupée Marie, perchée entre elles. 35 ans dans une salle de classe ne compte pas comme une expérience avec les enfants ? Sa voix sortit plus tranchante qu'elle ne l'aurait souhaité. L'assistante sociale, une femme d'âge moyen nommée Sylvie Moore, ajusta ses lunettes à monture épaisse. L'enseignement est différent de l'éducation, surtout pour des enfants avec un historique de traumatisme. Traumatisme. Le mot plana dans l'air comme de la fumée. Marguerite ferma les yeux, se remémorant la nuit précédente. Le cri de Camille avait déchiré l'obscurité. Marguerite avait trouvé les jumelles blotties dans un coin de la chambre jaune soleil, Claire berçant sa sœur, tandis que Camille se débattait dans son sommeil. La fumée ? Je ne vois rien, sanglotait Camille, ses doigts griffant l'air. Maman ? Maman est encore à l'intérieur. Claire secoua doucement sa sœur. Camille, réveille-toi. Nous sommes en sécurité maintenant. Grand-mère est là. Quand Camille ouvrit enfin les yeux, son visage était strié de larmes. « C'était si réel cette fois, » murmura-t-elle. « Je me suis souvenu de tout. » Marguerite s'assit sur le sol à côté d'elle, gardant une distance suffisante pour ne pas les effrayer. « Voulez-vous me raconter ?» Les jumelles échangèrent des regards, des années de secrets partagés passant entre elles. Claire fut la première à commencer. C'était la nuit. Maman avait fait de la soupe aux légumes, ajouta Camille. Elle chantait toujours en cuisinant. Le feu a commencé chez le voisin, continua Claire. Maman nous a réveillés, nous a dit de courir, mais elle est retournée chercher la photo de papa. Camille serra plus fort Marie. La fumée était trop noire. Les pompiers ne nous ont pas laissés y retourner. Claire prit la main de sa sœur. Ils ont dit qu'ils nous emmèneraient dans un endroit sûr, mais nous ne pouvions pas être séparés, termina Camille. Alors nous avons couru. Madame Dubois, la voix de Sylvie la ramena au présent. « M'écoutez-vous » Marguerite se redressa dans sa chaise. « Parfaitement. Et je comprends vos préoccupations, mais ces filles ont besoin de stabilité, pas de plus de changements. C'est exactement pourquoi nous devons trouver une famille appropriée. » Sylvie feuilleta d'autres documents. « Nous avons des couples sur la liste d'attente, avec des ressources, de l'énergie, et combien de temps jusqu'à ce que vous trouviez cette famille parfaite ?» interrompit Marguerite. « Combien de temps passeront-elles dans des foyers, possiblement séparés ?» Dans le jardin, Claire avait découvert un pissenlit. Elle souffla doucement sur ses graines, faisant sourire Camille pour la première fois de la journée. « Mon âge est un fait, » poursuivit Marguerite, « mais c'est aussi un fait que je suis propriétaire de ma maison, que j'ai une stabilité financière, et plus importante encore, que j'ai déjà gagné leur confiance. » Une confiance bâtie sur un terrain fragile, souligna Sylvie. Vous auriez dû avertir les autorités immédiatement, pour qu'elles s'enfuient à nouveau. Marguerite secoua la tête. Elles ont passé des mois dans la rue, Sylvie. Savez-vous ce que j'ai trouvé dans les poches de leurs manteaux ? Des cartes dessinées à la main des refuges pour sans-abri, des itinéraires de bus marqués avec des endroits sûrs pour dormir. Sylvie nota quelque chose sur son presse-papier. Cela ne fait que prouver le besoin d'un soutien professionnel. Et elles l'auront, mais depuis l'intérieur d'une maison, pas d'une institution. Une agitation dans le couloir interrompit leur conversation. Par la porte légèrement ouverte, Marguerite reconnut des voix, des parents d'anciens élèves, des voisins, des membres de l'église locale.
La nouvelle de sa tentative d'adoption s'était rapidement répandue dans la petite ville de Provence. « Tout le monde ne soutient pas cette décision », remarqua Sylvie, indiquant le groupe d'un signe de tête. « La communauté est préoccupée. La communauté s'inquiète toujours de ce qui est différent, » répondit Marguerite, se rappelant l'époque où elle avait commencé à enseigner à des élèves ayant des besoins spéciaux il y a des décennies. Combien de parents avaient protesté, combien étaient ensuite revenus la remercier. Dehors, dans le jardin, Camille avait commencé à dessiner dans la terre avec un petit bâton. Claire la rejoignit bientôt, toutes deux travaillant en synchronisation sur quelque chose qui, vu d'en haut, ressemblait à une maison. « Voyez-vous ce qu'elle dessine, Sylvie ?» demanda doucement Marguerite. L'assistante sociale ajusta ses lunettes, se penchant en avant pour mieux voir par la fenêtre. « Une maison, poursuivit Marguerite, avec un arbre à côté et 3 silhouettes à la porte. 2 petites, une plus grande. Madame, savez-vous depuis combien de temps elles n'ont pas rêvé d'un avenir, d'un endroit à appeler chez soi ?» Marguerite sortit une enveloppe de son sac à main. « Voici mon dossier médical complet, une lettre de mon notaire détaillant mes ressources financières et des déclarations de soutien de divers membres de la communauté. » Sylvie prit les documents, son expression professionnelle, vacillant légèrement lorsqu'elle reconnut certaines des signatures. « Je ne vous demande pas de sauter les procédures, » continua Marguerite. « Je vous demande de considérer ce qui est le mieux pour Camille et Claire, non pas en théorie, mais en pratique. » Un cri de joie vint du jardin. Camille avait trouvé un trèfle à 4 feuilles. Claire commença immédiatement à en chercher un autre, déterminée à maintenir l'équilibre qui avait toujours existé entre elles. « Je ferai une visite à domicile la semaine prochaine, » dit finalement Sylvie, tamponnant un formulaire. « Et nous aurons besoin d'évaluations psychologiques régulières pour vous 3. » Marguerite hocha la tête, sentant un poids se soulever de ses épaules. « Merci. Ne me remerciez pas encore. » Sylvie classa les documents. « La route sera longue et tous les obstacles ne seront pas bureaucratiques. » Comme pour prouver ses dires, des voix fortes s'élevèrent du couloir. Marguerite reconnut le ton du père Antoine, toujours le premier à remettre en question les changements à l'ordre naturel des choses. « Une femme âgée, seule avec 2 enfants perturbés, » dit-il assez fort pour être entendu. « C'est la recette du désastre. » Marguerite se leva, lissant sa robe avec dignité. « Je suis peut-être vieille, Sylvie, mais je sais encore faire la différence entre les vrais problèmes et les préjugés déguisés en préoccupations. » Dehors, dans le jardin, Claire trouva enfin son propre trèfle à 4 feuilles. Les jumelles célébrèrent ensemble, leurs sourires identiques brillant dans le soleil de l'après-midi. « Camille et Claire ne sont pas un projet de retraite, » conclut Marguerite en ramassant son sac. Ce sont 2 enfants qui ont besoin d'amour, de patience et de quelqu'un qui comprend que certaines cicatrices mettent du temps à guérir. Et du temps, malgré ce que tout le monde pense, c'est quelque chose que j'ai en abondance à leur donner. En quittant la salle de réunion, Marguerite passa devant le groupe dans le couloir, la tête haute. Certains détournèrent les yeux, d'autres firent de discrets signes de tête de soutien. Le père Antoine commença à dire quelque chose, mais fut interrompu par madame Lambert, qui se mit à parler fort de la façon dont Camille et Claire l'aidaient dans son jardin chaque matin. Arrivée au jardin, elle fut accueillie par 2 paires de petits bras et des sourires qui faisaient paraître chaque obstacle surmontable. « Regarde, grand-mère, » lui montra Camille le trèfle. « Nous en avons trouvé 2, comme nous. »« Comme nous, » ajouta Claire en tendant le sien. « Comme nous, » répéta Marguerite, rangeant soigneusement les trèfles dans son carnet. Un autre souvenir pour une collection qui ne faisait que commencer. Le bruit du verre brisé arracha Marguerite à son sommeil agité. Ses genoux protestèrent alors qu'elle se levait trop vite. L'horloge murale indiquait 3h47. « Camille !» appela-t-elle, suivant le bruit jusqu'à la cuisine. « Claire !» Elle trouva Camille figée au milieu des éclats de verre, un verre d'eau brisé à ses pieds nus. Ses yeux étaient vitreux, distants, le regard que Marguerite avait appris à reconnaître au cours des dernières semaines. « Je ne peux pas respirer, » haleta Camille. « La fumée ? Il n'y a pas de fumée, ma chérie. »
Marguerite fit un pas prudent. « Tu es en sécurité. Tu es dans la cuisine. »« Claire ?» La panique monta dans sa voix. « Où est Claire ?» Des pas rapides résonnèrent dans le couloir. Claire apparut à la porte, serrant Marie contre sa poitrine. « Je suis là, Camille. Je vais bien. » La tension quitta le corps de Camille. Ses jambes fléchirent, et Marguerite eut à peine le temps de la rattraper avant qu'elle ne s'effondre sur les éclats. « Je suis désolé, » sanglota Camille, alors que Marguerite l'emmenait loin du verre brisé. « Je voulais juste de l'eau, mais ensuite j'ai senti la fumée, et... Chut !» Marguerite l'assit sur le comptoir de la cuisine, Claire se tenant immédiatement à côté de sa sœur. Il n'y a rien à s'excuser. C'était la 3e nuit consécutive de flashback. Le jour, Camille faisait comme si de rien n'était, refusant de parler de ces épisodes. Mais Marguerite remarquait comment elle vérifiait obsessionnellement si les fenêtres étaient déverrouillées, comment ses yeux cherchaient toujours la sortie la plus proche. Claire, en revanche, suivait Marguerite dans la maison comme une petite ombre. « Je peux aider à nettoyer, grand-mère » demanda-t-elle, descendant déjà du comptoir. « Non. » Camille attrapa le bras de sa sœur. « Reste ici, s'il te plaît. » La peur dans sa voix était palpable. Marguerite soupira, sentant le poids de ses 75 ans. Ces dernières semaines, chaque jour apportait de nouveaux défis. Pour chaque pas en avant, il y avait 2 pas en arrière. Claire avait commencé à appeler la chambre Jaune Soleil « notre chambre », mais Camille gardait toujours un sac à dos, prêt sous le lit. Chaque fois que Claire serrait Marguerite spontanément dans ses bras, Camille se retirait, comme si elle avait été giflée. « Que diriez-vous d'un chocolat chaud ?» offrit Marguerite, devinant déjà la réponse. « On peut le mettre dans des bouteilles ?» demanda Camille, sa voix petite. « Pour plus tard ?» termina Claire. L'habitude de conserver la nourriture était encore profondément ancrée en elle. Marguerite hocha la tête, bien que son cœur se serre en préparant le cacao. Elle pensa à tous les changements des dernières semaines. Son corps lui faisait mal à cause de la nouvelle routine, l'énergie inépuisable des filles mettant ses limites à l'épreuve. La semaine précédente, lors d'un rendez-vous de suivi, le docteur Martinez avait suggéré d'embaucher de l'aide. « Ce n'est pas une faiblesse d'admettre que vous avez besoin d'aide, Marguerite. » Mais comment pouvait-elle expliquer que ce n'était pas seulement une question de capacité physique? Comment pouvait-elle faire comprendre aux gens que Camille et Claire avaient besoin de Constance, pas de plus d'étrangers dans leur vie? Grand-mère, la voix de Claire la ramena à la réalité. Il neige. Les premiers flocons de l'hiver dansaient derrière la fenêtre de la cuisine. Camille sourit enfin, son premier vrai sourire depuis des jours. « On n'a jamais fait de bonhomme de neige, » dit Claire, rêveuse. « Papa avait promis de construire un bonhomme de neige avec nous, » ajouta Camille, puis se figea, réalisant qu'elle avait mentionné son père pour la première fois. Un silence gêné s'installa dans la cuisine. Marguerite continua de remuer le chocolat chaud, donnant à Camille le temps de traiter ses propres mots. « Il adorait l'hiver », murmura Claire en prenant la main de sa sœur. Camille hocha lentement la tête. Maman détestait ça. Elle disait que son nez gelait. Un rire surpris lui échappa, immédiatement suivi de larmes. Claire la serra dans ses bras, et pour la première fois, Camille ne résista pas lorsque Marguerite se joignit à l'étreinte. « Demain, » promit Marguerite, « nous construirons le plus grand bonhomme de neige que ce jardin ait jamais vu. » Plus tard, après avoir nettoyé le verre brisé et recouché les filles, Marguerite s'assit dans son vieux fauteuil, l'album de famille sur ses genoux. Il montrait des photos d'Henri, jouant dans la neige avec ses élèves. « Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix, » confia-t-elle à la photo de son défunt mari. « Si je ne suis pas égoïste en essayant de combler notre vide avec elle. » La neige continuait de tomber dehors, couvrant le monde d'une couverture de possibilités. De la chambre Jaune Soleil, elle pouvait entendre Claire fredonner doucement pour endormir Camille, la même berceuse qu'elle se souvenait avoir entendue de sa propre mère. Marguerite ferma les yeux, épuisée. Son corps se plaignait de chaque nouvelle demande, son esprit luttait avec les complexités du traumatisme infantile. Mais son cœur se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Un cri étouffé vint de la chambre. Un autre cauchemar qui commençait. Marguerite se leva, ses genoux protestant à nouveau.
Une nuit à la fois, se murmura-t-elle en rangeant l'album. La neige poursuivait sa danse silencieuse derrière la fenêtre, promettant un lendemain de première fois. Leur premier bonhomme de neige, leur premier rire dans la neige, leur premier pas vers la guérison. Et peut-être, juste peut-être, que c'était exactement le bon choix que tout le monde devait faire. Elle s'est endormie, chuchota Claire, jetant un coup d'œil par la porte entr'ouverte de la chambre. Marguerite était affalée dans son fauteuil préféré, un livre reposant sur ses genoux. Camille serra Marie contre sa poitrine, hésitante. « On devrait, juste un peu, » insista Claire. « Tu ne veux pas en savoir plus sur elle ?» Le soleil de l'après-midi filtrait paresseusement à travers les rideaux de dentelle, projetant des motifs dansants sur le sol. Les jumelles se déplaçaient avec un silence exercé, une habitude de leur jour dans la rue où le moindre bruit pouvait signifier un danger. Le bureau de Marguerite était une mine de souvenirs. Des étagères remplies de livres partageaient l'espace avec de petits cadeaux d'élèves, des cartes jaunies, des dessins encadrés et une collection de pommes en céramique. « Regarde ça !» Claire désigna un tiroir de bureau légèrement ouvert. Un coin de cuir marron dépassait de l'interstice. Camille se mordit la lèvre. « Et si elle se réveille ? On sera rapide. » Soigneusement, Claire sortit le lourd album. Camille posa Marie sur la chaise de bureau, comme pour monter la garde. « Il a l'air vieux », marmonna Camille en passant ses doigts sur la couverture usée. La première page montrait une jeune Marguerite, ses cheveux noirs tirés en un chignon soigné, portant une simple robe blanche. À côté d'elle se tenait un homme grand, souriant avec cette étincelle dans les yeux que les filles reconnurent. L'amour. « Ça doit être Henri, » dit Claire. Elle parle de lui parfois, quand elle pense qu'on n'écoute pas. Camille ne répondit pas, ses yeux rivés sur le visage de l'homme, un souvenir flottant au coin de son esprit. Elles tournèrent de quelques pages de plus, des photos du couple à divers moments, devant une école, en pique-nique, décorant ce qui ressemblait à la chambre jaune soleil. Camille, Claire remarqua l'expression étrange de sa sœur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» « Il... » Camille déglutit difficilement. « Il ressemble ?» Claire se pencha pour regarder de plus près. L'homme avait des yeux bienveillants, un demi-sourire qui formait de petits plis à leur commissure. Et « À l'homme sur la photo de maman !» s'exclamèrent-elles à l'unisson, couvrant immédiatement leur bouche. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille ramassa Marie de la chaise, cherchant du réconfort dans le familier. « Ça ne peut pas être !» chuchota Claire. « Si ?» Camille ferma les yeux, se rappelant la photo que sa mère portait toujours, celle-là même pour laquelle elle était retournée cette nuit-là. Un jeune homme sur un banc de parc, arborant ce même sourire en coin. « Maman a dit que c'était notre père, » dit Camille, sa voix tremblante. Mais elle ne nous a jamais beaucoup parlé de lui. Seulement qu'il était professeur, ajouta Claire. Et que... Un craquement dans le couloir les fit toutes deux sursauter. Rapidement, Claire essaya de glisser l'album dans le tiroir, mais dans sa hâte, une photo lâche tomba sur le sol. C'était une photo d'Henri plus jeune, assis sur un banc de parc, le même banc où Marguerite les avait trouvés. Au dos, une date, printemps 1990, et un message. « Pour ma chère Anne, avec tout mon amour, à toi pour toujours, Henri. » Anne, chuchota Camille, tenant la photo avec des mains tremblantes. Le nom de notre mère était Anne. Le bruit de pas se rapprocha, et Claire tira Camille derrière le bureau. La photo tremblait dans la main de Camille. « Les filles » vint la voix endormie de Marguerite depuis le couloir. « Où êtes-vous » Camille regarda Claire, des années de communication silencieuse passant entre elles. Claire hocha légèrement la tête. Quand Marguerite entra dans le bureau, elle trouva les jumelles assises sur le sol, la photo entre elles comme un pont entre le passé et le présent. « Grand-mère, » dit Camille, sa voix petite mais ferme. « Qui est Anne ?» Le soleil de fin d'après-midi jeta sa dernière lumière par la fenêtre, illuminant le visage de Marguerite alors qu'elle traitait la question. Dans les bras de Camille, Marie semblait regarder avec ses yeux dépareillés, gardienne silencieuse d'un autre secret sur le point d'être révélé. « Es-tu sûre que tu as remis la photo exactement comme elle était ?» chuchota Camille, nichée sous les couvertures dans la chambre jaune soleil.
La pleine lune déversait sa lumière argentée par la fenêtre, créant des ombres dansantes sur les murs. Claire hocha la tête, serrant Marie contre sa poitrine. « Je crois. Je l'ai remise de la même façon. Elle ne remarquera rien. » Les jumelles restèrent silencieuses quelques instants, seul le tic-tac de la vieille horloge marquant le passage du temps. D'en bas venait le doux bruit de Marguerite faisant la vaisselle. « Tu te souviens de ce que maman a dit à son sujet ?» demanda finalement Claire. Camille ferma les yeux, laissant les souvenirs affluer. Qu'il était professeur, qu'il avait des yeux bienveillants et ce sourire en coin. « Comme sur la photo », intervint Claire. « Elle a dit qu'il était mort avant notre naissance », continua Camille, « dans un accident de voiture. » « Mais, et si ?» hésita Claire, se mordant la lèvre, « et si elle ne savait pas tout ?» Le plancher craqua dans le couloir, les faisant toutes deux sursauter instinctivement. Des pas légers s'approchèrent de la porte. « Toujours réveillée, mes chéris ?» demanda doucement Marguerite, sa silhouette se découpant dans la lumière du couloir. « On discute juste », répondit vivement Claire. Marguerite sourit, ce même sourire bienveillant qu'elles avaient vu sur la photo, celui qu'elle reconnaissait maintenant en elle-même quand elle se regardait dans le miroir. « Ne veillez pas trop tard. N'oubliez pas que nous allons au parc demain. » Quand la porte se referma, Camille expira un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. « Tu as remarqué ?» chuchota-t-elle avec urgence, sa façon de sourire. Claire hocha la tête. Et comment elle incline la tête quand elle réfléchit. Comme il le fait sur la photo. Le lendemain, elles observèrent chaque mouvement de Marguerite, cataloguant dans leur esprit chaque geste, chaque expression. La façon dont elle ajustait ses lunettes pour lire, comment elle fronçait les sourcils en se concentrant. Au parc, elles s'assirent sur le même banc où elle les avait trouvés. Camille sortit Marie de son sac à dos, redressant la robe rapiécée de la poupée. « Maman gardait la photo dans une petite boîte spéciale, » dit doucement Claire, regardant Marguerite nourrir les canards à l'étang. « Tu te souviens de cette boîte en bois avec des fleurs peintes ?» Camille hocha la tête. Elle la regardait tous les soirs avant de dormir. Et parfois, elle pleurait. Elle pensait qu'on ne remarquait pas, mais... « Les filles !» appela Marguerite depuis le bord de l'étang. « Venez voir, les canetons viennent d'éclore. » Camille et Claire échangèrent des regards. Il y avait quelque chose dans la voix de Marguerite, une cadence familière, faisant écho à leurs plus anciens souvenirs. « La boîte ?» haleta soudain Camille, si bas que seule Claire put l'entendre. « Tu te souviens de ce qui était écrit à l'intérieur du couvercle ?» Claire fronça les sourcils, essayant de se rappeler. Quelque chose à propos du printemps. « À toi pour toujours », termina Camille. Les mêmes mots que sur la photo. Un canard plus audacieux se dandina jusqu'au banc, faisant sursauter Claire. Marguerite rit de l'autre côté, un rire chaleureux qui résonna dans la poitrine des filles comme un souvenir à moitié oublié. De retour à la maison, les jumelles poursuivirent leur enquête silencieuse, pendant que Marguerite préparait le dîner. Elles étudièrent les photos sur le mur du salon. Henri apparaissait dans beaucoup d'entre elles, toujours avec ce sourire signature. « Regarde ça !» Claire désigna une vieille photo de classe où Marguerite avait enseigné. La légende indiquait 1990. La même année, chuchota Camille. Pendant le dîner, Marguerite leur raconta des histoires de ses années d'enseignante. Les filles absorbèrent chaque mot, cherchant des indices dans leurs propres souvenirs. Henri adorait enseigner les mathématiques, commenta Marguerite, mettant plus de purée dans leurs assiettes. Il avait un don spécial pour les chiffres. Camille faillit renverser son verre. « Maman était très douée en maths, » dit-elle, avant de pouvoir se retenir. Un silence étrange s'installa autour de la table. Marguerite cligna des yeux plusieurs fois, comme si quelque chose venait de lui traverser l'esprit. « Votre mère était enseignante aussi ?» demanda-t-elle doucement. Claire donna un coup de pied à sa sœur sous la table. « Non, » répondit vivement Camille. Elle aimait juste les chiffres. Plus tard, pendant que Marguerite regardait les nouvelles, les jumelles se retirèrent dans la chambre jaune soleil avec Marie. « Il nous faut plus de preuves », déclara Claire, peignant nerveusement les cheveux de la poupée avec ses doigts. « Mais comment ?» se demanda Camille. « On ne peut pas lui demander directement. »« Pas encore », acquiesça Claire. « D'abord, il faut être sûr. »
Camille tenait Marie, ajustant le collier de perles colorées de la poupée, le dernier cadeau qu'elles avaient reçu de leur mère. « Et si c'est vrai ?» chuchota-t-elle. « Et s'il… » ?»« Si c'est vrai, » la coupa Claire en prenant la main de Camille. « Alors nous ne sommes pas seuls. Nous avons encore de la famille. » En bas, elle pouvait entendre la musique que Marguerite mettait toujours avant de se coucher. Une douce mélodie qui leur rappelait quelque chose de lointain, comme un rêve à moitié souvenu. « Demain, » décida Camille, « nous chercherons d'autres photos. Il doit y en avoir d'autres quelque part. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Et nous ferons attention à tout ce qu'elle dit à propos d'Henri. » Les jumelles s'endormirent, blotties l'une contre l'autre, Marie entre elles, comme toujours, gardant les secrets et les espoirs. Dans la pièce voisine, Marguerite feuilletait un vieil album, ses doigts traçant doucement le contour d'un visage perdu, depuis longtemps. La lune poursuivait sa veillée silencieuse, témoin de secrets qui, comme des graines, n'attendaient que le bon moment pour éclore. « Elle est partie faire les courses », annonça Claire, observant par la fenêtre de la chambre jaune soleil, Marguerite se dirigeait vers l'épicerie. « Nous avons 1 heure au maximum. » Camille serra Marie contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. « On commence par où ?»« Le grenier, » répondit Claire sans hésitation. « Elle ne monte jamais là-haut. J'ai vu les escaliers quand elle a rangé les décorations de Noël. » Les jumelles se déplacèrent avec la synchronicité exercée développée au fil des ans dans la rue, perfectionnant leur capacité à fouiller en silence. Les escaliers du grenier craquèrent sous leur poids combiné, mais le son semblait assourdissant à leurs oreilles alertes. Le grenier était une mine de souvenirs poussiéreux, des boîtes soigneusement étiquetées, alignées le long des murs, chacune racontant une histoire différente. Photos de classe, 1985-1990, lettres d'Henri, documents de Thomas. Thomas, chuchota Camille, montrant la dernière boîte. C'est comme ça que maman l'appelait. Un souvenir fulgurant lui traversa l'esprit. Papa Thomas aimait enseigner, disait leur mère en caressant doucement la photo à la lumière d'une lampe de chevet. Il avait une façon spéciale de faire sourire les gens, même les jours les plus difficiles. « Comment était-il, maman ?» demandait Claire, toujours si curieuse. Grand, avec des yeux bienveillants qui plissaient quand il souriait. Et il inclinait la tête quand il réfléchissait, comme s'il entendait une musique que lui seul pouvait percevoir. Claire sortit délicatement la boîte, un nuage de poussière tourbillonnant dans l'air. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes jaunies, organisées par date. « Cher Thomas, » lut doucement Camille, « je sais que nous avons convenu de garder nos distances, mais je dois te parler d'Anne. » Les mains de Claire tremblaient en prenant une autre lettre. « Mon amour, partir fut la décision la plus difficile de ma vie, mais tu as une vie avec Marguerite, et je dois protéger notre secret. » Un autre souvenir, plus récent. « Pourquoi papa est-il parti, maman ?» avait demandé Camille un soir, pendant que sa mère raccommodait la robe de Marie. « Parfois, mes amours, » avait-elle répondu, essuyant discrètement une larme. « Les gens font des choix difficiles, en pensant que c'est pour le mieux pour tout le monde. Votre père, il avait une autre famille, toute une vie construite. Ce ne serait pas juste de détruire ça. » « Savait-il pour nous ?» avait demandé Claire. « Non, mes chéris. Il est parti avant que je découvre que je vous attendais. » Regarde la date, Claire désigna une des lettres. 3 mois avant notre naissance. Camille trouva une photo lâche parmi les lettres. Thomas et une jeune femme, leur mère, assis sur un banc de parc. Au dos, un message. Thomas et Anne, printemps 1990, le début de tout. C'est la même photo, chuchota Claire. Celle que maman portait toujours. Le bruit lointain de la porte d'entrée se fermant fit sursauter les 2 filles. Les filles, la voix de Marguerite résonna d'en bas. « Je suis rentrée plus tôt. Où êtes-vous » Elles remirent à la hâte tout dans la boîte, essayant de garder l'ordre original, mais Camille glissa la photo dans sa poche. Elles avaient besoin d'une preuve solide de ce qu'elles avaient découvert. Cette nuit-là, après que Marguerite les eut bordées, les jumelles chuchotèrent sous les couvertures. « Comment on lui demande ?» Claire se mordit la lèvre, réfléchissant. « Peut-être, » hésita Camille, «
On pourrait commencer par parler de notre mère, voir comment elle réagit, et mentionner nonchalamment le nom de Thomas, opina Camille. Elle plaça Marie entre elles, la poupée aux yeux dépareillés, semblant plus sage que jamais. Un dernier souvenir fit surface. « Maman, pourquoi Marie a-t-elle des yeux dépareillés ?» avait demandé Camille un jour en jouant avec l'œil en bouton bleu de la poupée qui remplaçait celui qu'elle avait perdu. « Parce que parfois, avait souri sa mère de ce sourire triste, les plus belles choses de la vie sont faites de différentes parties qui s'assemblent de manière inattendue. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Claire rassembla son courage. « Grand-mère, tu as rencontré beaucoup de professeurs quand tu enseignais, n'est-ce pas ?» Marguerite s'arrêta, son couteau à beurre en suspens au-dessus de sa tartine. « Oh oui, ma chérie. Beaucoup. Y en avait-il un qui s'appelait Thomas ?» ajouta Camille, s'efforçant de paraître désinvolte. Le couteau à beurre glissa des mains de Marguerite, cliquetant contre l'assiette. Pendant un instant si bref que les filles faillirent le manquer, une ombre vacilla dans ses yeux. « Pourquoi demandez-vous ça ?» Sa voix était contrôlée, mais ses mains tremblaient légèrement. « Notre mère, » commença Claire, mais Camille lui donna un coup de pied sous la table. « Juste curieuse, » termina vivement Camille. « On a entendu ce nom quelque part. » Marguerite les étudia un long moment, et les jumelles eurent la nette impression qu'elles pouvaient voir à travers leur piètre couverture. « Thomas, » dit-elle finalement, le regard lointain. « Oui, j'ai connu un Thomas. Il y a longtemps. » Les jumelles échangèrent des regards. Dans la poche du pyjama de Camille, la photo semblait lui brûler un trou, attendant de révéler sa vérité. Comment était-il? Claire ne put résister à la question. Marguerite sourit, le même sourire qu'elles avaient vu sur la photo, celui qu'elles reconnaissaient maintenant dans leur propre reflet. Il avait une façon spéciale, commença-t-elle, et les jumelles retinrent leur souffle, de faire sourire les gens, même les jours les plus difficiles. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était exactement comme sa mère l'avait décrit. Et il, hésita Claire, sa voix tremblante. Est-ce qu'il inclinait la tête quand il réfléchissait? La couleur quitta un peu le visage de Marguerite. Elle fixa Claire, puis Camille, comme si elle les voyait vraiment pour la première fois. Comment commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Camille glissa une main dans sa poche, ses doigts effleurant la photo. À côté d'elle, Claire attrapa son autre main sous la table. Le moment de vérité était proche. Il s'agissait juste de savoir qui serait assez courageuse pour faire le premier pas. « Raconte-nous plus sur l'époque où tu étais enseignante », lança Claire, aidant Marguerite à arroser les plantes du jardin. L'automne peignait les feuilles en rouge et or, et une douce brise transportait le parfum des chrysanthèmes. Camille, assise sur les marches arrière avec Marie sur ses genoux, observait attentivement. Par où commencer? Marguerite sourit, ses yeux dérivant vers des souvenirs lointains. C'est en 1990 que tout a changé. Les jumelles échangèrent des regards rapides. 1990, l'année de la photo. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Camille, s'efforçant d'adopter un ton désinvolte. Marguerite s'arrêta, l'arrosoir en suspens au-dessus d'un pot de violettes. C'est à ce moment-là qu'Henri et moi avons commencé à travailler avec Thomas à la nouvelle école. Claire faillit laisser tomber son petit arrosoir. Thomas était aussi professeur? De mathématiques, répondit Marguerite, et quelque chose dans sa voix fit se rapprocher les jumelles. Il avait un don spécial pour les chiffres, vous savez. Il pouvait même faire en sorte que les élèves les plus difficiles tombent amoureux de la matière. 7 fois 8 font 56, mes petites génies des maths. La voix de leur mère résonnait dans les souvenirs des jumelles, chantant les tables de multiplication comme une berceuse. Et il, hésita Camille, choisissant ses mots avec soin. Est-ce qu'il est resté longtemps à l'école? L'expression de Marguerite changea subtilement. Non, il est parti à la fin de cette année-là. Personne n'a jamais su exactement pourquoi. Claire planta une autre graine de question. Avait-il une famille? Claire, la prévint doucement Camille, remarquant comment les mains de Marguerite tremblaient légèrement. Non, répondit Marguerite après une longue pause. Je veux dire, pas que nous sachions. Il était très discret sur sa vie personnelle.
La brise bruissa dans les feuilles du pommier au fond du jardin, emportant avec elle un souvenir qui fit que Camille serra plus fort Marie. « Votre père adorait les pommes », avait dit un jour leur mère en coupant le fruit en fines tranches. Il disait que chaque pomme avait sa propre personnalité, les douces pour les jours heureux, les acidulées pour quand on avait besoin d'un surplus d'énergie. « Grand-mère, dit doucement Camille, pourquoi as-tu autant de pommiers dans ton jardin ?» Marguerite se figea, l'arrosoir lui glissant des mains. L'eau se répandit sur le sol comme des secrets mis à nu. « Thomas a planté le premier, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Il disait que chaque pomme avait sa propre personnalité. Le silence qui suivit parut aussi lourd qu'un tonnerre lointain. Claire prit discrètement la main de Camille, toutes deux sentant le poids de la vérité non dite. Pendant le dîner, Marguerite semblait distante, ses yeux errant souvent au-delà de la fenêtre de la cuisine. Les jumelles l'observaient attentivement, notant comment elle touchait inconsciemment la vieille alliance à son doigt. « Ces tresses, dit soudain Marguerite en regardant les cheveux de Claire. « Elles me rappellent tellement… »« Qui ?» demanda Camille, son cœur battant la chamade. « Une jeune enseignante, » répondit vaguement Marguerite. « Anne, elle a remplacé Thomas quand il est parti. » Claire laissa tomber sa fourchette. Le bruit métallique contre l'assiette sembla ramener Marguerite à la réalité. « Je suis désolée. » Elle secoua doucement la tête. Parfois, le passé semble si présent. Plus tard, dans la chambre jaune soleil, les jumelles chuchotèrent de leur découverte. « Elle commence à réaliser, » dit Claire, tressant les cheveux effilochés de Marie. Camille hocha la tête, la photo cachée sous son oreiller, pesant comme du plomb. « Mais, et si elle se trompe ? Et si tu avais vu comment elle a parlé du pommier ?» l'interrompit Claire. « Exactement comme maman. » Un tonnerre lointain les fit toutes deux sursauter instinctivement. La pluie commença à tomber, douce mais régulière. Dans la pièce voisine, elles entendirent Marguerite faire les 100 pas, le plancher craquant sous ses pas. Elle avait passé plus de temps que d'habitude à regarder de vieilles photographies après le dîner. « Tu penses qu'elle sait déjà ?» demanda Camille en serrant Marie dans ses bras. « Je pense qu'elle commence à rassembler les morceaux, » répondit Claire. « Tout comme nous. » Un éclair illumina la pièce, éclairant brièvement la photo de Thomas cachée dans le tiroir de la commode. Son doux sourire, si semblable à celui de Marguerite, semblait garder 1000 secrets. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Marguerite était inhabituellement silencieuse. Ses yeux se déplaçaient entre les jumelles, comme si elle cherchait quelque chose de perdu depuis longtemps. « Vous savez, » dit-elle finalement, sa voix chevrotante, « vous deux, vous me rappelez quelqu'un, plaît ?» Camille et Claire échangèrent des regards rapides. « Qui ?» demanda Claire, sa tasse de chocolat chaud momentanément oubliée sur la table. Marguerite étudia leur visage un long moment. « Quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps, quelqu'un qui… » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « A changé de nombreuses vies sans même le savoir. » Camille sentit le poids de la photo dans sa poche, où elle la portait maintenant constamment. Serait-ce le moment ? Mais avant qu'elle ne puisse se décider, Marguerite se leva brusquement. « J'ai besoin de vérifier quelque chose dans le grenier. » Les jumelles se figèrent. Le grenier, où se trouvait la boîte avec les lettres. « Grand-mère !» appela Camille, sa voix plus aiguë que la normale. « Tu veux de l'aide ?»« Non, ma chérie, » répondit Marguerite, déjà dans les escaliers. « Il y a des choses que nous devons affronter seuls. » Une fois que ses pas se furent estompés à l'étage, Claire serra la main de Camille. « Sophie !» chuchota-t-elle avec urgence. « Tu penses qu'elle va trouver… » « La boîte ?» termina Camille, le visage pâle. « Elle saura que nous y sommes allés. » Le bruit de boîtes déplacées venait d'en haut. Les jumelles s'assirent dans un silence intense, se préparant à l'inévitable moment où le passé et le présent finiraient par entrer en collision. Marie, perchée sur une chaise voisine, semblait regarder avec ses yeux dépareillés. Un bleu, un marron, comme un puzzle qui prenait enfin tout son sens. L'horloge murale sonna 9 heures. Au même moment, elles entendirent un hoquet de surprise, suivi du son indubitable de papier qui tombait. « Grand-mère !» appela Claire, la voix tremblante.
Il n'y eut pas de réponse. Camille sortit la photo, lissant ses bords usés. « Je pense, dit-elle doucement, qu'il est temps. » Les filles se levèrent ensemble, main dans la main, portant le poids de trop de secrets pour des cœurs si jeunes. Les escaliers du grenier n'avaient jamais semblé si longs. En haut, elles trouvèrent Marguerite assise sur le sol, entourée de lettres éparpillées. Dans ses mains tremblantes se trouvait une photo, identique à celle que Camille portait. « Comment ?» murmura-t-elle en les voyant, sa voix se brisant. « Comment n'ai-je pas vu cela plus tôt ?» Camille s'avança, offrant sa copie de la photo comme si elle tendait un rameau d'olivier. Le moment de vérité était arrivé, apportant avec lui le poids de 3 générations d'amour caché et d'histoires non racontées. Camille tenait la photo dans sa main tremblante, ses petits doigts traçant le contour du visage de Thomas. Claire, à côté d'elle, serrait Marie comme un bouclier. « Grand-mère, » commença Camille, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Nous avons quelque chose à te dire. » Marguerite resta sur le sol du grenier, entourée de vieilles lettres éparpillées comme des feuilles d'automne. La faible lumière de la petite fenêtre projetait des ombres dansantes sur son visage pâle. « Vous avez trouvé la boîte, » dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Claire se rapprocha. « Nous ne voulions pas fouiner, mais... »« Mais nous devions savoir, » termina Camille, tendant la photo. « À cause de ça. » Marguerite prit la photographie avec des doigts tremblants. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la scène. Thomas, sur le banc du parc, son sourire familier dirigé vers quelqu'un hors du cadre de l'appareil. « Où ?» Sa voix défaillit. « Où avez-vous eu ça ?»« Elle appartenait à notre mère, » répondit Claire, s'asseyant à côté de Marguerite. Elle la portait toujours sur elle. Elle disait que c'était notre père. Un silence lourd comme le tonnerre s'installa. Marguerite regarda de la photo au visage des filles, comme si elle remarquait quelque chose pour la première fois. « Anne, » chuchota-t-elle finalement. « Le nom de votre mère était Anne. » Camille hocha la tête, s'asseyant de l'autre côté de Marguerite. Elle était enseignante remplaçante. C'est comme ça qu'elle l'a rencontrée. « En 1990, » ajouta doucement Claire. Marguerite ferma les yeux, des larmes silencieuses roulant sur ses joues ridées. L'année où il a disparu. Les jumelles attendirent, leur cœur battant à l'unisson. Marguerite ouvrit une des lettres à côté d'elle, son papier jauni aussi fragile que les ailes d'un papillon. « Thomas était mon fiancé, » commença-t-elle, sa voix gagnant en force. « Nous allions nous marier cet automne-là, mais ensuite, il a changé. Il est devenu distant, inquiet, passé des heures supplémentaires à l'école en disant qu'il devait aider une professeure de mathématiques remplaçante avec son programme. « Notre mère, » chuchota Camille. Marguerite hocha la tête. Un jour, il n'est tout simplement plus venu en classe. Il n'a laissé qu'une lettre, disant qu'il devait partir, que c'était mieux ainsi. Elle fit une pause, prenant une autre photo de la boîte. C'est la dernière fois que je l'ai vu. La photo montrait Thomas et Marguerite dans son jardin, à côté du pommier nouvellement planté. Il souriait, mais ses yeux portaient une ombre d'inquiétude. « Maman a dit qu'il était mort dans un accident de voiture, » dit prudemment Claire, avant notre naissance. Elle pleurait beaucoup en regardant sa photo, ajouta Camille, surtout les soirs d'orage. Marguerite prit une profonde inspiration, le poids des questions non posées pesant sur chaque mot. Thomas a toujours eu peur de blesser les gens. Peut-être qu'il pensait que partir était le seul moyen de ne blesser personne. Mais il ne savait pas, dit Claire en prenant la main de Marguerite. Maman a dit qu'elle n'a jamais eu la chance de lui dire qu'elle était enceinte. Camille sortit autre chose de sa poche, un morceau de papier plié avec soin. Nous avons trouvé ça cousu dans la robe de Marie, après que maman... Sa voix s'éteignit. Marguerite déplia le papier avec le plus grand soin. C'était une lettre écrite de l'écriture inimitable de Thomas. Ma chère Anne, au moment où tu liras ceci, je serai parti. Je ne peux pas tout expliquer, mais sache que les moments que nous avons partagés étaient les plus vrais de ma vie. L'amour ne choisit pas toujours le bon moment pour éclore.
J'ai déjà une vie avec Marguerite, des promesses faites, que je ne peux rompre sans détruire quelque chose de précieux. Mais toi, tu m'as montré qu'un cœur peut s'étendre de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Pardonne-moi de partir ainsi. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir quand se retirer. De tout mon cœur, Thomas. Il n'a jamais su, murmura Marguerite, regardant les jumelles avec une nouvelle compréhension qu'il laissait tant de choses derrière lui. Maman disait que nous avions ses yeux, dit doucement Camille, et sa façon de sourire, et son don pour les chiffres, ajouta Claire. Marguerite toucha le visage de chaque fille, comme si elle les voyait vraiment pour la première fois. Il y avait les yeux de Thomas, son sourire, même cette inclinaison de tête particulière qu'elles avaient en réfléchissant. « Vous deux, vous êtes ?» Elle hésita, la réalité s'imposant enfin. « Vous êtes mes petites filles. » La pluie commença à crépiter sur le toit, douce, comme des secrets chuchotés. Sur les genoux de Claire, Marie regardait avec ses yeux dépareillés, témoin silencieux d'un autre secret, enfin révélé. Thomas est parti en pensant qu'il protégeait tout le monde, continua Marguerite, la voix tremblante. Mais peut-être que l'univers a trouvé un moyen de réparer les choses. Comment ? Demanda Claire en essuyant ses larmes. En vous ramenant à la maison, répondit Marguerite en ouvrant les bras à la famille que vous n'aviez jamais su que vous aviez. Camille fut la première à bouger, se jetant dans les bras de Marguerite. Claire suivit, Marie écrasée entre elles, dans une étreinte qui semblait pouvoir compenser des années de séparation. La pluie s'intensifia à l'extérieur, mais pour la première fois depuis l'incendie, les jumelles n'eurent pas peur. Dans ce grenier poussiéreux, entouré de lettres et de photos qui racontaient une histoire d'amour trop compliquée pour son époque, 3 générations de femmes commencèrent à reconstruire les fragments d'une famille que le destin avait déchirée, et maintenant, enfin, réunie. « Grand-mère, dit Camille après un long moment, on peut planter un autre pommier dans le jardin ? Maman disait toujours que chaque pomme a sa propre personnalité. » Marguerite rit à travers ses larmes, reconnaissant les mots de Thomas. « Oui, mes chéris. Et cette fois, nous nous en occuperons ensemble. » Claire ramassa une des lettres sur le sol, ses yeux parcourant les vieux mots. « Ils vous aimaient vraiment toutes les deux, n'est-ce pas ? Toi et maman. »« L'amour, répondit doucement Marguerite, est parfois comme ce pommier dehors. Ses racines sont profondes, là où nous ne pouvons pas les voir. Ses branches poussent dans des directions inattendues, et il porte des fruits aux saisons les plus surprenantes. La pluie commença à diminuer, un rayon de soleil tenace perçant à travers la fenêtre du grenier. Dehors, dans le jardin, le vieux pommier que Thomas avait planté tant d'années auparavant scintillait de gouttes de pluie, ses feuilles chuchotant des contes d'amour perdus et retrouvés, de cœurs brisés et réparés, de familles séparées par le destin et enfin réunies par lui. Et là, parmi des lettres anciennes et des photos jaunies, 3 générations d'un amour compliqué mais authentique commencèrent à écrire un nouveau chapitre, un qui inclurait cette fois chaque partie de l'histoire. La chambre jaune soleil avait été transformée en un quartier général d'enquête improvisée. De vieilles photos, des lettres et des coupures de journaux couvraient le couvre-lit. Chaque pièce, un fragment du puzzle qu'était la vie de Thomas. « Je l'ai trouvé !» s'exclama Claire, agitant une enveloppe jaunie. « C'est la dernière lettre qu'il a envoyée à maman. » Marguerite ajusta ses lunettes, ses mains tremblant en prenant le papier. Camille se rapprocha, Marie en sécurité dans ses bras. « Ma douce Anne, l'automne est arrivé tôt cette année. Les feuilles du pommier virent déjà odorées, me rappelant tes cheveux au soleil. Chaque décision que j'ai prise pèse plus lourd à chaque jour qui passe. Hier, j'ai vu Marguerite choisir des fleurs pour notre mariage. Son sourire contenait tant d'espoir, tant de confiance. Comment puis-je détruire toute une vie de promesses ? Mais ensuite, je pense à toi, à nos moments volés dans la salle des professeurs, aux rires que nous avons partagés en corrigeant des copies de maths. L'amour devrait être simple, n'est-ce pas ? Peut-être dans une autre vie, une autre époque. À toi pour toujours, Thomas. La date, murmura Marguerite. 3 semaines avant sa disparition. Camille prit une autre lettre de la pile, celle-ci adressée à Marguerite. « Chère Marguerite, au moment où tu liras ceci, je serai parti. Il y a des choix dans la vie qui... » Il était déchiré,
intervint doucement Claire, entre deux personnes qui l'aimaient. Marguerite se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, le vieux pommier se balançait doucement dans la brise de l'après-midi. Thomas a toujours été complexe, capable de tant d'amour, mais aussi de tant de doutes. Maman disait qu'il était comme un oiseau, remarqua Camille en tripotant le collier de perles de Marie. Trop libre pour rester dans un seul arbre. Mais il ne savait pas, ajouta Claire. Pour nous. Marguerite se tourna vers les filles, des larmes brillant dans ses yeux. Là, elle se tenait, des morceaux vivants de Thomas, d'Anne, et peut-être même d'elle-même, tissés ensemble par un passé et un futur d'amour qui ne s'étaient jamais pleinement joués. « J'ai trouvé autre chose », dit Camille, sortant une coupure de journal froissé du fond de la boîte. « C'est un avis de décès. » Le silence tomba pendant que Marguerite lisait. « Thomas Antoine, 1965, 2015, décédé dans un accident de voiture. Il laisse dans le deuil une fille, Anne-Antoine. »« Antoine ?» fronça les sourcils Claire, mais le nom de famille de maman était Williams. « Il a changé de nom après son départ, » chuchota Marguerite, pour protéger tout le monde. Camille sortit une vieille photo de son sac à dos, la dernière photo qu'elles avaient de leur mère, prise des mois avant l'incendie. « Regarde, grand-mère. Ses yeux. » « Exactement comme ceux de Thomas, » dit Marguerite, traçant le visage sur la photo avec son doigt. « Comment n'ai-je pas vu cela plus tôt? Vous avez toutes les deux les mêmes yeux. Vous trois. » Claire commença à arranger les lettres par date, formant une chronologie sur le couvre-lit. Ici, maman est née en 1991, quelques mois après son départ. Et ici, Sophie montra un article de journal. Il est mort en 2015. Maman a dû le découvrir et aller à l'enterrement. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à nous raconter des histoires sur lui, se souvint Claire, après son retour de ce voyage. Marguerite prit une autre photo de la boîte. Thomas, plus âgé, des mèches grises dans les cheveux, mais le même sourire caractéristique. Il a passé toute sa vie sans savoir qu'il avait une fille, des petites filles. « Et toi, grand-mère » demanda doucement Camille. « Tu ne t'es jamais remariée » répondit Marguerite. Henri était un ami cher, un compagnon merveilleux. Mais Thomas, certains amours marquent votre âme d'une manière qui ne peut être effacée. Claire se leva soudain, se dirigeant vers son sac à dos. Elle en sortit un petit journal relié en cuir. « C'était celui de maman », expliqua-t-elle en le tendant à Marguerite. « Nous l'avons trouvé après l'incendie. » Marguerite ouvrit le journal avec révérence. La première page contenait une photo. Thomas et Anne sur un banc de parc, souriant à quelque chose hors du cadre. « Cher journal, aujourd'hui, j'ai appris qui était mon père. Après tant d'années de recherche, j'ai trouvé son avis de décès par hasard. Thomas Antoine, autrefois Thomas Dubois, le professeur de mathématiques, qui a disparu, ne laissant derrière lui que mystère et cœur brisé. Je suis allé à l'enterrement, de loin, regardant une femme aux cheveux gris laisser une seule rose blanche sur sa tombe. Était-ce elle, la Marguerite des lettres que j'ai trouvée dans les affaires de ma mère? Comment dire à mes filles que leur grand-père a vécu si près et pourtant si loin? Que l'homme sur la photo que je porte toujours faisait partie d'une histoire plus grande que je ne l'ai jamais su? Peut-être qu'un jour, quand Camille et Claire seront plus grandes, elles comprendront que l'amour est parfois trop complexe pour tenir dans des lignes bien nettes. Elle savait, murmura Marguerite. Elle savait pour moi. Et maintenant, nous sommes là, dit Camille en prenant la main de Marguerite. C'est comme si le destin essayait de réparer les choses, termina Claire. Marguerite regarda les jumelles, ses petites filles, un cadeau inattendu du passé. Dans leur visage, elle voyait des traces de Thomas, d'Anne, et même un peu d'elle-même. La façon dont Claire fronçait les sourcils en se concentrant, comment Camille inclinait la tête en pleine réflexion. « Demain, décida-t-elle, nous irons sur sa tombe. Lui apporter des fleurs, lui parler de vous. Des pommes aussi, suggéra Camille. De notre arbre. Son arbre, la corrigea doucement Claire. Non, sourit Marguerite à travers ses larmes. Notre arbre. Le passé et le présent, tous les amours, les pertes et les moments qui nous ont amenés ici. La lumière de fin d'après-midi baignait la chambre jaune soleil d'or.
Au centre du lit, au milieu des photos et des lettres, racontant un amour trop complexe pour être résumé en ligne droite, 3 générations de femmes commencèrent à tisser un nouveau chapitre, un qui inclurait chaque partie du passé, tout en regardant fermement vers l'avenir. Marie, avec ses yeux dépareillés, observait depuis le coin du lit, témoin silencieux de la façon dont parfois les plus grands trésors proviennent des pertes les plus profondes, et comment l'amour, même s'il semble perdu dans le temps, trouve toujours un moyen de rentrer à la maison. L'incendie a commencé à 23h47. L'inspecteur Marc ajusta ses lunettes, lisant le rapport. 247 rue des Cyprès. Cause: un court-circuit électrique dans l'appartement voisin. Marguerite serra les mains des jumelles, blotties à côté d'elle sur le canapé. C'était la première fois qu'elles entendaient les détails de cette nuit-là. Anne-Marie Williams, 32 ans, continua Marc, son ton professionnel masquant la compassion dans ses yeux. Elle est retournée dans l'appartement en feu, probablement pour récupérer des effets personnels. Les pompiers? La petite boîte, chuchota Camille. Avec la photo de papa. Claire enfouit son visage dans l'épaule de Marguerite. Elle a dit qu'elle revenait tout de suite. Marc s'éclaircit la gorge, tournant la page. Les filles ont été portées disparues après avoir fui les lieux. Elles ont été répertoriées comme fugueuses pendant 3 mois, sans succès pour les localiser. On savait comment se cacher, dit Claire, une pointe de fierté mêlée de tristesse dans sa voix. Maman nous a appris à rester en sécurité si quelque chose arrivait. Elle l'avait anticipé? Demanda doucement Marguerite. Que quelque chose pourrait arriver. Camille ajusta Marie sur ses genoux, la robe rapiécée de la poupée captant la lumière du matin. Elle avait un plan pour tout. Elle disait qu'elle avait appris ça de son père. Toujours avoir une issue de secours, toujours avoir un plan B. Marc consulta un autre document. J'ai trouvé des dossiers intéressants sur Thomas Antoine, anciennement Thomas Dubois. Il a enseigné dans plusieurs écoles après avoir quitté votre ville, Marguerite. Toujours les mathématiques, toujours en mouvement après quelques années. Comme un oiseau, murmura Claire, ne restant jamais longtemps sur une seule branche. Il a gardé un œil sur Anne de loin, continua Marc. Des reçus d'un café en face de l'école où elle enseignait, des billets pour des pièces de théâtre scolaire où elle jouait. Il savait, souffla Marguerite. Il savait pour sa fille. Mais il ne s'est jamais approché. Confirmé, dit Marc. J'ai trouvé son journal, conservé avec ses affaires après l'accident. Voudriez-vous le voir? Les 3 hochèrent la tête. Marc sortit un carnet usé de sa mallette. Ma chère Anne, aujourd'hui, tu as 30 ans. Je t'ai vue de loin, quittant l'école avec tes jumelles. Elles ont ton sourire, et j'ose espérer, un peu du mien. Tant de fois, j'ai voulu traverser la rue, me présenter, expliquer les choix impossibles que j'ai faits. Mais de quel droit, après avoir abandonné ta mère, avant même de savoir que tu existais? Alors je me contente d'être un observateur silencieux de ta vie. Ton grand-père dans l'ombre, chérissant chacun de tes sourires, chaque succès, comme des pierres précieuses que je ne mérite pas, mais que je ne peux m'empêcher de collectionner. Tes filles sont extraordinaires. Aujourd'hui, celle qui porte toujours une poupée, Camille, je t'ai entendu l'appeler, a résolu une équation complexe au tableau. L'enseignante était stupéfaite. J'ai pleuré derrière mon journal au café. Le don pour les chiffres a sauté une génération, mais a trouvé un terrain fertile chez mes petites filles. Petites filles, le mot me fait encore peur par son ampleur, par le poids de tout l'amour et le regret qui l'accompagnent. Marguerite essuya des larmes silencieuses. Il les connaissait, de loin, mais il les connaissait. Il y a plus, dit Marc, soulevant un épais dossier. Des coupures de journaux d'événements scolaires, de compétitions de mathématiques, de petites victoires et de moments quotidiens qu'il a suivis de loin. Comme cette fois où j'ai gagné le concours d'orthographe, se souvint Claire. Il y avait un homme dans le public qui a applaudi très fort. Et quand j'ai marqué un but en finale, ajouta Camille. Quelqu'un a laissé une pomme dans mon sac à dos après. Marc hocha la tête. Il a tenu des registres méticuleux de tout cela. Et plus encore. J'ai trouvé ça. Il sortit une enveloppe du dossier. Une lettre qui vous était adressée, Marguerite. Elle n'a jamais été envoyée. Mon éternelle Marguerite, le temps n'a pas allégé le fardeau de mes choix. Il n'a fait que changer sa forme. Maintenant, je porte non seulement la culpabilité d'être parti,
mais la lâcheté de n'être jamais revenu pour réparer ce que j'ai brisé. Anne. Notre Anne, oui, elle est en partie à toi aussi, bien qu'elle ne le sache pas, a eu des jumelles. Elles sont brillantes, Marguerite. Elles ont cette même lumière dans les yeux, que tu disais toujours qui me trahissait quand j'étais sur le point de faire une bêtise. Parfois, assis dans ce café, à les regarder grandir, j'imagine un monde différent, un où j'aurais eu le courage de rester, d'affronter les conséquences de mes actes. Un monde où tu aurais connu tes petites filles, où Anne aurait eu la famille qu'elle méritait. Mais ensuite, je me souviens que certains ponts, une fois brûlés, laissent des cicatrices trop profondes pour être reconstruites. Alors je continue ma veillée silencieuse, un gardien non invité d'une famille que j'ai créée et détruite avec une égale habileté. Avec un amour et un regret éternel, Thomas. Seul le faible bruit des enfants jouant à l'extérieur rompit le silence qui suivit. « Il y a une dernière chose, » dit doucement Marc. « J'ai trouvé le testament de Thomas. Il a tout laissé à Anne, la maison, ses économies, tout, avec une lettre expliquant qui il était. La lettre est arrivée 1 semaine après l'incendie. C'est pour ça que maman était si étrange cette semaine-là, murmura Camille. Elle pleurait tellement en regardant des papiers. Et puis le feu est arrivé, ajouta doucement Claire. Marguerite serra les filles contre elle. Maintenant je comprends pourquoi vous avez atterri sur mon banc au parc. Que veux-tu dire ? Demanda Claire. Thomas a écrit à propos de ce banc dans son journal. C'était là qu'il m'attendait après les cours, là qu'il m'a demandé en mariage, là que, des années plus tard, il a rencontré Anne. Et là où tu nous as trouvés, dit doucement Camille. Marc commença à ranger les documents. Il y a encore des choses à examiner, plus de gens à interroger. La communauté s'est mobilisée. Les anciens élèves de Thomas, les collègues d'Anne, tout le monde veut aider à combler les lacunes. Certaines lacunes, dit Marguerite en regardant les jumelles, n'ont pas besoin d'être comblées. Peut-être sont-elles juste des espaces où de nouveaux jardins peuvent pousser. Camille sortit la vieille photo de Thomas sur le banc du parc. On peut l'accrocher au mur avec les autres photos de famille ? Dans la chambre jaune soleil, suggéra Claire, où tout le monde peut la voir. Marguerite sourit à travers ses larmes. Oui, mes chéris, il est temps de faire entrer toutes les pièces de notre histoire dans la lumière. Dehors, le vieux pommier se balançait doucement dans la brise de l'après-midi, ses feuilles dorées dansant sur un air de rédemption et de pardon. Quelque part, au loin, Thomas souriait sûrement, sachant que ces petites génies des maths avaient enfin trouvé la solution à l'équation la plus importante de toutes. Comment transformer 3 cœurs brisés en une famille complète. L'inspecteur Marc sortit, les laissant 3 digérer les révélations. Alors que la porte se fermait, Marguerite se tourna vers les jumelles, ses yeux brillant d'un mélange de chagrin et d'espoir. Le brouillard matinal flottait encore sur le cimetière du Père-Lachaise, alors que la voiture de Marguerite franchissait les grilles de fer. Camille et Claire, blotties l'une contre l'autre à l'arrière, serraient les pommes de leur jardin comme des trésors précieux. Marie, la poupée aux yeux dépareillés, reposait entre elles, sa présence silencieuse, un réconfort familier dans un moment de tant d'émotion. « C'est ici », annonça doucement le chauffeur, s'arrêtant près d'une allée de cyprès. Marguerite prit une profonde inspiration, ses mains tremblant en tenant un bouquet de roses blanches. La rosée du matin scintillait sur les pétales comme des larmes gelées du passé. « Prête, mes chéris ?» demanda-t-elle, bien qu'elle-même ne soit pas entièrement sûre de l'être. Les jumelles hochèrent la tête à l'unisson et sortirent de la voiture avec une dignité solennelle que seuls les enfants peuvent afficher dans les moments d'une importance profonde. Leurs empreintes laissaient de petites impressions sur l'herbe humide alors qu'elles descendaient l'allée principale. Le cimetière était ancien, ses pierres tombales racontant des histoires de vies oubliées depuis longtemps. Mais dans la section plus récente, 2 pierres, côte à côte, semblèrent les attendre. Thomas Antoine, 1965-2015. Professeur, père et éternel rêveur. Anne-Marie Williams, 1991-2023. Mère bien-aimée, enseignante dévouée.
Il a choisi cet endroit spécifiquement, remarqua une voix douce derrière elle, les faisant toutes trois se retourner. Elizabeth Chen s'approcha tranquillement, ses cheveux gris coiffés en un chignon élégant, rappelant celui d'Anne. Elle portait un vieux portefeuille en cuir, usé par le temps et l'usage. « Pourquoi » demanda Marguerite, bien que son cœur soupçonne déjà la réponse. « À cause d'Anne » confirma Elizabeth, ses yeux bienveillants étudiant les jumelles. « Et à cause de vous toutes, bien qu'il ne l'ait jamais dit à voix haute. » Camille s'avança, plaçant délicatement sa pomme sur la pierre tombale de Thomas. « Le connaissiez-vous bien » Elizabeth sourit, le genre de sourire qui contenait des décennies de souvenirs. Nous étions collègues au lycée local. Mais plus que ça, je pense que j'étais la seule à vraiment connaître Thomas Antoine, ou Thomas Dubois, comme il s'appelait autrefois. Claire plaça sa pomme à côté de celle de Camille. Comment était-il comme professeur, je veux dire ? Oh, soupira Elizabeth, ses yeux brillants de souvenirs. Il était magique en classe. Il faisait danser les chiffres, transformant les équations en récits d'aventure. Mais il y avait toujours cette ombre dans ses yeux, comme s'il portait un poids invisible. « Le regret » murmura Marguerite, sa voix presque emportée par la brise du matin. « Il parlait de vous » continua Elizabeth en se tournant vers Marguerite. « Ces nuits où nous restions tard pour corriger des copies, quand l'épuisement abaissait ses défenses. Il disait qu'il avait laissé son cœur dans une autre ville, avec une enseignante dont les yeux bienveillants méritaient plus que ce qu'il pouvait offrir. » Marguerite sentit des larmes silencieuses couler sur ses joues. « Il n'a jamais compris que tout ce que j'ai toujours voulu, c'était lui. Juste lui. » Elizabeth ouvrit son portefeuille en sortant une enveloppe usée par le temps. « J'ai trouvé ces lettres parmi ses affaires après l'accident. Elles sont adressées aux filles. » Les mains des jumelles tremblaient en prenant l'enveloppe. Le papier était fin, presque translucide, comme si les mots eux-mêmes étaient trop délicats pour un matériau plus solide. « Mes petites mathématiciennes, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais si bien que mon cœur me fait mal du poids de cet amour non dit. Camille, avec ton inséparable mari et ce don naturel pour les chiffres qui me tire des larmes, cachés au fond de la salle lors de tes compétitions de maths. Claire, toujours protectrice, toujours un livre sous le bras, toujours la première à défendre ta sœur, même quand ton propre cœur tremble de peur. Je suis l'homme sur la photo que votre mère portait comme un talisman. Le professeur qui a fui ses responsabilités, le père qui n'a jamais su qu'il deviendrait grand-père jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chaque choix que j'ai fait a créé des ondes qui ont affecté des vies que je n'ai même jamais su exister, et cette connaissance pèse sur moi à chaque instant. Je t'ai vu gagner le concours de mathématiques de l'État, Camille. J'étais au dernier rang de l'auditorium, pleurant doucement alors que tu t'attaquais aux équations comme d'autres enfants jouent à la marelle. Claire, ce livre de poésie d'Emily Dickinson qui est mystérieusement apparu sur ton bureau le jour où tu as récité « L'espoir est la chose avec des plumes » au festival de l'école. C'est moi qui l'ai laissé. J'aurais aimé avoir le courage de vous approcher, d'essayer de réparer les erreurs du passé. Mais comment expliquer à deux enfants innocents pourquoi leur grand-père a choisi la lâcheté plutôt que l'amour ? Comment justifier des années d'absence alors que chaque fibre de mon être criait pour que je sois présent ? Alors je reste votre gardien silencieux, laissant de petites pommes, des miettes d'amour sur votre chemin, en espérant que d'une manière ou d'une autre, même sans le savoir, vous vous sentirez profondément aimé. Avec tout l'amour que je n'ai jamais su montrer, votre grand-père, Thomas. Marguerite serra ses petites filles dans ses bras alors qu'elles pleuraient, ses propres larmes tombant silencieusement sur leurs cheveux. Une douce brise bruissa les fleurs au sommet des tombes, mêlant le parfum des roses à l'arôme des pommes. « Il avait un endroit spécial, » dit Elizabeth, après leur avoir donné un moment pour digérer. « Dans le grenier de sa maison. Vous devriez toutes le voir. » La maison de Thomas se trouvait au bout d'une rue calme, le genre où les enfants jouent encore sur les trottoirs et où les voisins se connaissent. Dans la cour avant se dressait un pommier solitaire, identique à celui du jardin de Marguerite, montant la garde comme une sentinelle silencieuse.
C'était toujours la première chose qu'il faisait, expliqua Élisabeth en déverrouillant la porte d'entrée. Dans chaque nouvelle ville où il déménageait, il plantait un pommier, pour toujours emporter un morceau de chez lui. L'intérieur était modeste mais confortable, ses murs tapissés de bibliothèques. Des équations mathématiques complexes partagèrent de l'espace avec des poèmes manuscrits sur des bouts de papier jauni. Mais le grenier leur coupa le souffle. C'était un sanctuaire de souvenirs non vécus, un temple dédié à un amour lointain. Des photos couvraient chaque centimètre des murs. Camille marquant son premier but, Claire récitant de la poésie à un festival littéraire, Anne enseignant les mathématiques à ses élèves de primaire. « Regarde » chuchota Camille en montrant une photo jaunie. « C'est toi, grand-mère, quand tu étais jeune. » Marguerite prit la photo dans ses mains tremblantes. C'était elle, des décennies plus tôt, riant à quelque chose que Thomas venait de dire. À côté, une lettre méticuleusement conservée dans un simple cadre. « Mon éternelle Marguerite, Anne sourit exactement comme toi quand elle est vraiment heureuse. Elle a la même étincelle dans les yeux quand elle résout un problème particulièrement difficile, le même inclinaison de la tête qui m'a toujours coupé le souffle. Les jumelles ont hérité de ça aussi. Cette lumière que tu as toujours apportée dans ma vie, maintenant multipliée et réfractée à travers les générations comme un prisme d'amour. Partir a été ma plus grande erreur et paradoxalement, mon unique salut. Je ne pouvais pas choisir entre deux amours également vrais, alors j'ai choisi d'être indigne des deux. Mais le cœur est têtu dans ses affections. J'ai continué à aimer de loin, à travers le temps et les générations, comme un astronome étudiant des étoiles qui se sont peut-être déjà éteintes. Peut-être qu'un jour, quand je ne serai plus là pour compliquer les choses avec ma présence, le destin trouvera un moyen de réunir les morceaux de cette famille que j'ai brisée et reconstruite tant de fois dans mon esprit. Peut-être que tu rencontreras nos petites filles, peut-être qu'elles trouveront en toi l'amour que je n'ai jamais pu donner en personne. À toi pour toujours, Thomas. Il savait, chuchota Claire, la voix épaisse d'émotion. D'une manière ou d'une autre, il savait que nous nous rencontrerions. Pas savait, ma chérie, la corrigea doucement Marguerite. Il espérait. Tout comme il plantait des pommiers dans chaque nouvel endroit, il plantait des graines d'espoir dans chaque lettre, chaque photo chérie, chaque moment qu'il volait de loin. Camille sortit Marie de son sac à dos, la plaçant délicatement sur une vieille chaise dans le grenier. La poupée, aux yeux dépareillés, semblait observer la scène avec une sagesse qui dépassait son état rapiécé. « Maman nous disait toujours, » dit Camille en lissant la robe usée de la poupée, « que certaines histoires ont besoin de temps pour trouver leur fin heureuse. » Élisabeth sourit à travers les larmes qui coulaient maintenant librement. Thomas disait quelque chose de très similaire, que l'amour est comme les mathématiques. Parfois, il faut plusieurs tentatives, différentes approches, pour trouver la bonne solution. Marguerite serra ses petites filles dans ses bras. 3 générations d'amour et de perte, enfin réunies sous le toit que Thomas avait construit avec des regrets et des espoirs, un testament silencieux à un amour qui n'a jamais pleinement appris à s'exprimer. « Nous prendrons tout, » décida-t-elle, regardant autour d'elle dans le grenier. Chaque photo, chaque lettre, chaque morceau de cette histoire. Ces souvenirs méritent un foyer permanent où ils peuvent être aimés et compris complètement. Dans le jardin en bas, le pommier solitaire se balançait doucement dans la brise de fin d'après-midi, ses feuilles dorées dansant sur le même air que son arbre frère à des kilomètres de là, dans le jardin de Marguerite. Un air de pardon, de rédemption et de la façon dont parfois l'amour a besoin de générations pour retrouver son chemin. Élisabeth tendit à Marguerite une dernière lettre, celle-ci encore scellée. Il l'a écrite la nuit avant l'accident, comme s'il savait. Marguerite ouvrit l'enveloppe avec une révérence prudente. « À ma famille, si vous lisez ceci, c'est que le destin a enfin trouvé un moyen de rassembler tous les morceaux épars que j'ai laissés derrière moi. Marguerite, mon premier et éternel amour, pardonne à un homme qui n'a jamais su être digne de l'amour que tu as si librement offert. Anne, ma fille que je n'ai jamais pu tenir, qui a trouvé la force d'être une meilleure mère que je ne l'ai jamais été un père. Camille et Claire, mes petits amours à distance, qui portaient dans vos sourires l'amour que je n'ai jamais exprimé en personne.
On dit qu'on ne peut pas remonter le temps pour réparer nos erreurs, mais peut-être qu'on peut créer quelque chose de nouveau et de beau à partir d'elles. Comme ce premier pommier que j'ai planté dans le jardin de Marguerite, qui a maintenant des frères dans chaque ville où j'ai essayé de me cacher de moi-même. L'amour, j'ai appris trop tard, n'est pas quelque chose que nous devons mériter. Il est, simplement, comme la gravité ou la suite de Fibonacci. Une force naturelle qui œuvre au-delà de notre compréhension ou de notre consentement. Alors, plantez des pommiers, racontez des histoires, aimez sans craindre de ne pas le mériter. Et souvenez-vous de moi, non pas comme l'homme qui est parti, mais comme celui qui, même de loin, n'a jamais cessé d'aimer. Avec tout l'amour de l'univers, Thomas. Et là, au milieu de lettres non envoyées et d'amour non dit, une famille brisée trouva enfin un moyen d'être entière à nouveau. Non pas malgré ses fissures, mais à travers elles, chaque fissure remplie de l'or des secondes chances et des débuts tardifs. Marie, avec ses yeux dépareillés, gardait sa veille silencieuse depuis le coin du grenier, un rappel éternel que parfois les plus belles histoires sont celles qui mettent le plus de temps à se raconter, et que l'amour, même lorsqu'il semble perdu dans le temps, trouve toujours un chemin pour rentrer à la maison. La lumière du soir baignait la chambre jaune soleil de ton doré, alors que Marguerite ouvrait la dernière boîte rapportée de la maison de Thomas. Camille et Claire, assises sur le tapis, triaient des photos et des lettres en piles chronologiques, Marie supervisant le processus depuis son fauteuil à bascule. « Regarde ça !» s'exclama Claire, tenant une photo jaunie. « C'est maman quand elle était petite. » L'image montrait une fillette d'environ 6 ans, les cheveux bruns en tresses identiques à celles de Claire maintenant, souriant devant un tableau noir rempli d'équations mathématiques. « Elle était déjà une enseignante, même enfant, » dit Camille, souriant avec révérence à la photo. « Tout comme toi, grand-mère. » Marguerite s'assit entre elles, le cœur débordant d'un mélange doux-amer de joie et de tristesse. Anne avait vraiment un don pour l'enseignement. Comme Thomas. La sonnette interrompit ce moment nostalgique. Sylvie Moore, l'assistante sociale qui avait initialement douté de la capacité de Marguerite à s'occuper des filles, entra dans la chambre jaune soleil avec un sourire bien différent de la première fois. « Les papiers sont arrivés », annonça-t-elle, brandissant un dossier. « Avec la confirmation de votre lien de parenté grâce au registre de Thomas, le processus d'adoption a été extraordinairement accéléré. » Claire serra la main de Camille, toutes deux retenant leur souffle. « Ça veut dire que... » commença Camille, la voix tremblante. « Ça veut dire, mes chéris, » termina Marguerite en les serrant contre elle, « que c'est officiel. Vous êtes les miennes, légalement, tout comme vous l'avez toujours été dans mon cœur. » Sylvie regarda la scène, les yeux embués, ce qui était rare pour quelqu'un d'habitude si posé. Vous savez, en 20 ans de service social, je n'ai jamais rien vu de tel. Une histoire qui a commencé avec tant de chagrin pour se transformer en... Quelque chose de si magique, suggéra Claire en tenant Marie. Mathématiques, la corrigea Camille avec un sourire. Comme papa Thomas disait, parfois il faut plusieurs essais pour trouver la solution parfaite. Marguerite se leva, se dirigeant vers la bibliothèque où reposait un tout nouvel album photo, sa couverture en cuir intacte. Je pense qu'il est temps. Les jumelles comprirent instantanément. Camille sortit la photo de Thomas sur le banc du parc, celle que leur mère avait portée comme un talisman. Claire sélectionna la photo correspondante de Marguerite jeune femme. Ensemble, elles placèrent de ces images sur la première page du nouvel album. « Le début de notre histoire, » dit doucement Claire. « Non, » la corrigea Marguerite, prenant une photo récente d'elles trois, debout près du pommier dans le jardin. « Le milieu, parce que chaque véritable histoire d'amour se poursuit à travers les générations. » Sylvie s'éclaircit la gorge, essayant de maintenir son attitude professionnelle. « Eh bien, ces documents ont besoin de signature. »« Restez dîner, » offrit spontanément Camille. « On a fait une tarte aux pommes de notre arbre. La recette de papa Thomas, » ajouta Claire. « La même qu'il a apprise à maman. L'odeur de cannelle et de pommes remplissait déjà la maison, se mêlant à l'odeur de vieux papier et de souvenirs fraîchement découverts. Dehors, le pommier se balançait doucement dans la brise de fin de journée, ses feuilles scintillant sous le soleil, couchant comme de petites pièces d'or. «
Alors que Marguerite signait les documents qui officialisaient ce que le destin avait déjà décidé, elle regardait ses petites filles arranger soigneusement d'autres photos dans le nouvel album. Chaque image était placée avec un soin révérencieux, chaque souvenir conservé avec amour. « Grand-mère », appela Camille, tenant une photo particulièrement spéciale. « On peut mettre celle-ci ici ?» C'était la dernière photo prise d'Anne, souriante avec ses filles sur le banc du parc. Le même banc où toute cette histoire avait commencé et recommencé. « C'est parfait, » répondit Marguerite en s'installant à nouveau entre les filles. « Parce que maintenant, je comprends ce que Thomas essayait de nous apprendre. »« Quoi ?» demandèrent les jumelles à l'unisson. « Que parfois, il faut se perdre pour trouver un chemin encore plus beau pour rentrer à la maison. » Claire posa sa tête sur l'épaule de Marguerite. « Comme quand on s'est perdu dans le parc et que tu nous as trouvés. »« Oui, » ajouta Camille en se blottissant de l'autre côté. Sylvie observait en rangeant les documents signés, réfléchissant au nombre de fois où elle avait remis en question la sagesse de permettre à une femme de 75 ans d'adopter 2 enfants. Maintenant, les voyant entrelacées comme les branches d'un même arbre, elle comprit que certaines histoires transcendent la logique conventionnelle. Le soleil se coucha lentement, peignant la chambre jaune soleil de teintes de plus en plus chaudes. Depuis le fauteuil à bascule, Marie observait avec ses yeux dépareillés, un bleu, un marron, comment 3 générations d'amour se guérissaient mutuellement. « Vous savez ce que Thomas a écrit d'autre ?» demanda doucement Marguerite en tournant une autre page de l'album. « Que l'amour est comme un pommier. Il a besoin de racines solides dans le passé, mais il pousse toujours vers l'avenir. » Camille prit une pomme du panier voisin, sa peau rouge vif captant les derniers rayons du soleil. « Et il porte des fruits, » dit-elle en prenant une bouchée avant de la passer à Claire, qui prit une autre bouchée avant de la tendre à Marguerite. « Et il porte des fruits, » répéta Marguerite, complétant le cercle. Le nouvel album photo gisait ouvert parmi elles, ses pages blanches prêtes pour de nouveaux souvenirs. Mais ces premières pages, dédiées à Thomas, Anne et à l'amour qui a construit des ponts à travers le temps, resteraient toujours le fondement sur lequel cette famille unique construirait son avenir. Dehors, le pommier poursuivait sa danse douce dans la brise, ses feuilles dorées chuchotant des histoires de pardon, de rédemption et d'amour inconditionnel. Quelque part, Thomas souriait, sachant que ces petites génies des maths avaient enfin trouvé la solution parfaite à l'équation la plus importante de la vie. Comment transformer 3 cœurs brisés en une famille pleine et aimante.